Les labels de production sont-ils des prisons pour les artistes? Cette question qui pourrait choquer des promoteurs qui investissent des ressources faramineuses, colossales pour développer des talents résonne toujours aussi fort au fil de l'histoire de la musique à travers le monde, quel que soit le pays. Eh bien, à la fin des collaborations entre les artistes et les labels, les artistes pour la plupart développent généralement un récit qui place le label dans la position, dans le rôle du monstre froid qui prendrait tout l'argent, tous les profits pour lui tout seul et rien pour l'artiste. Et évidemment derrière, le label, dans sa défense, va tout faire également pour montrer que l'artiste ne serait qu'un vulgaire profiteur ingrat qui abuse de la main gentiment tendue. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la viralité, avec l'instantanéité, ça devient rapidement une guerre impitoyable au vu et au su de tous et de toutes. J'ai décidé dans ce numéro de Lebonas Focus de parler de ce sujet avec un artiste dont le profil est idéal pour aborder un tel sujet. Il est très jeune et très jeune aussi, il a signé sous l'un des labels les plus prolifiques du paysage musical du Cameroun. Je parle de Afrobeat Productions. Et apparemment, il est plutôt addict de ce label puisque c'est là-bas qu'il a sorti son premier album, Once Upon a Time, il y a 2 ans. C'est sous ce label également qu'il a fait ses nombreuses collaborations, tant au plan national qu'international. C'est sous ce label qu'il a sorti récemment son EP Addicted, qui est disponible sur toutes les plateformes de diffusion et de streaming de la musique à travers le monde entier. Et donc, Martins est l'as avec lequel on va décoder non seulement son parcours, mais aussi certains sujets liés à l'industrie de la musique, à la lumière de ce qui est publié sur Internet, mais aussi au miroir des choses qu'on va extraire de son téléphone. Baby, I say make you shake your bum bum. Baby, je veux faire rêver ton corps, chanter ton nom jusqu'à l'aurore. Martins. Mr. Bonas. Comment ça va? Ça va très bien, bienvenue à Yaoundé. Merci beaucoup, hein. Je suis à Yaoundé, je suis chez toi. Ouais. J'espère que tu as bien voyagé. Ouais, j'ai bien voyagé. Il fait pas chaud comme à Douala. Non, il fait pas chaud, le climat est doux, tu vois. Ouais. On dit quand Yaoundé vit, le pays respire. Surtout que je savais qu'on allait avoir un échange sur des points dont on avait commencé à parler il y a un moment quand on s'est rencontrés à Douala. Ouais. Je disais en intro qu'on va faire l'émission à la lumière des choses qui sont publiées à ton sujet sur Internet. Et j'ai vu justement quelque part que tu es né et que tu as grandi dans un quartier plutôt connu ici qui s'appelle Colmessin. Comment c'était de grandir à Colombie? C'est un fief de grande joie, de Colmessin, ici à Yaoundé. Voilà, c'est la Colombie. Voilà, c'était mon secteur en Colmessin. C'est juste après le lycée là. Donc la descente, quand tu remontes là, c'est la Colombie. C'est là où je suis né. J'ai grandi là-bas jusqu'à l'âge de 13 ans. Et c'est un quartier rempli de joie. Je prenais la route tous les matins pour aller à l'école parce que je quittais de la Colombie, de Colmessin, pour je fréquentais à Essos, à l'école annexe d'Essos. Donc j'ai fait tout mon primaire. C'est un quartier qui m'a beaucoup appris. Un quartier comme tous les quartiers populaires de Yaoundé, avec ses déboires, avec des jeunes aussi un peu délinquants et tout ça. Mais au milieu de tout ça, Martin s'est sorti de là, quoi. Un quartier difficile d'accès aussi par la route, jusqu'à une certaine époque. Mais ça n'a pas empêché que tu puisses poursuivre tes rêves. Bien sûr. Colmessin, on sait que sur les réseaux, quand on parle de Colmessin, c'est la poussière, mais c'est plus la poussière. Maintenant, c'est Colmessin a changé. Ouais. Et aujourd'hui, quand tu retournes à Colmessin au quartier, comment les gens te regardent? Quelle est la perception des voisins, des gens du quartier? Je crois qu'ils ont de l'admiration. Et ça me fait plaisir parce que les gens avec qui j'ai grandi, ou alors mes petits frères du quartier, quand j'arrive là-bas, ils sont contents de me voir parce que j'ai quand même pu réaliser des choses qui sont remarquables. Ça fait depuis 2020 que je suis là. Le fait qu'ils me voient à la télé et qu'ils me revoient comme ça au quartier, j'arrive souvent. Très souvent, je me rends là-bas et tout le monde est content, tout le monde me parle. Tout le monde veut savoir c'est quoi, gars, comment et tout.
Mais sinon, ça me fait plaisir parce que ça me donne de la force. À chaque fois que j'y vais, ça me ressource en fait. Et puisque tu parles de force, c'est à partir de là que tu as tiré ta force pour te passionner pour la musique. Tu as commencé très tôt à interpréter des classiques de la musique devant tes camarades. Ouais. C'était quoi les titres que tu chantais? C'est-à-dire que de l'école primaire, en passant par le secondaire jusqu'à l'université, c'était quel genre de musique que tu aimais interpréter? Je commence à chanter même, j'étais encore au primaire, comme tu l'as dit. Je crois qu'il y avait une chanson que je chantais beaucoup. La chanson là, le titre de ça, c'est François. C'est un artiste ivoirien. Ivoirien. Oui, qui a chanté cette chanson. Parce que je l'écoutais à la radio et je chantais cette chanson du début à la fin. Et du coup, ça impressionnait les gens à la maison, ça impressionnait même mes enseignants à l'école, le maître et tout. Et on se demandait, mais comment il fait, étant si petit, pour retenir toutes les paroles des chansons et tout. Et c'est plus tard, quand j'arrive au lycée, en classe de 4e, j'avais l'habitude de chanter pour les filles à l'école. Et Ah, pour les filles? oh, je chantais pour les filles en classe et tout. Et un jour, il y a un de mes censeurs, Madame Danzabé, c'était le censeur de 3e, je faisais 4e. Elle était très redoutée au lycée. Donc du coup, elle a envoyé une note pour venir m'appeler en classe. Mais première réaction, moi j'ai d'abord peur que j'ai fait quoi. C'est là où quand on arrive dans son programme appelé, et quelques de mes camarades me disent, quand on est d'abord arrivé, on a d'abord dit que ce n'est pas nous. On ne savait même pas encore ce qu'elle voulait. On a d'abord dit que ce n'est pas nous. Donc elle nous a dit, je sais que vous chantez en classe et j'aimerais que vous chantiez pour le bilinguisme. C'est comme ça qu'on a créé le petit groupe là du lycée et on a commencé à chanter. Et les gens ont adoré et à toutes les cérémonies du lycée, on interprétait des chansons et par là j'ai interprété des chansons de Donny Elwood. Ah ouais? Ouais, c'est un artiste que j'adore. J'ai découvert cet artiste là par le biais d'un ami. Il s'appelle Yvan Elundene qui écoutait beaucoup sa musique. Donc il m'a appris ses chansons et tout et on chantait ça. On chantait beaucoup d'autres chansons aussi. Singila. Alors, on m'appelait le Rossignol quand j'étais au lycée. Alors est-ce que tu lui as raconté ça quand vous vous êtes retrouvés pour la collaboration? La première fois même que je vois Singila, avant la collaboration, il était venu au Cameroun et il était passé à la chaîne de télé Afrobeat. Je me suis rendu et j'ai pu le rencontrer et je lui ai dit tout ça. Là, j'avais déjà sorti mon cover parce que je commence avec un cover de la femme de quelqu'un de Singila. Exactement. Donc je lui dis que, grand frère, j'adore ce que tu fais. Quand j'étais au lycée, je chantais tes chansons. On m'appelait même le Rossignol et c'est parti en fou rire. C'est comme ça qu'on a commencé à connecter. Donc c'est là où tout a commencé, mon aventure avec Singila. Alors tu parles justement de reprise, beaucoup d'artistes commencent par là et toi ça a beaucoup apporté à la façon dont tu as abordé le développement non seulement de ta passion pour la musique mais aussi de ta carrière. Ouais. Et il y a une très belle actualité en ce moment avec la reprise par De Bordeaux Liconfa, le chanteur et DJ ivoirien. Qui a jeté son dévolu positivement sur le classique Viviane de Prince Aimé, artiste, chanteur hyper talentueux, auteur de ce grand hit et classique. C'était il y a presque 20 ans aujourd'hui et pourtant l'Afrique tout entière danse à la faveur donc de ce freestyle que De Bordeaux a fait il y a 5 ans aujourd'hui, dans sa cuisine carrément. Ouais, la magie de la musique. Alors toi, quel est ton avis par rapport à tout ce qui se passe autour de Prince Aimé? Est-ce que quand tu composes tes morceaux au studio, tu te dis que c'est des chansons qui vont rester autant éternelles que celle-là? Déjà, cette chanson Viviane là, c'est une chanson que j'ai longtemps chantée quand j'étais petit. Je crois que j'avais 4 ans ou 5 ans que j'écoutais cette chanson là. Par rapport à cette reprise, moi j'aimerais d'abord dire merci. Merci à l'artiste De Bordeaux parce que grâce à lui cette chanson a été ressuscitée et cela est bénéfique pour lui et beaucoup plus pour Prince Aimé parce qu'on voit qu'il peut relancer sa carrière. Maintenant l'idée de faire plusieurs remixes, moi je ne suis pas trop d'accord. Parce que par contre je suis d'accord, je suis très content de voir l'énergie que les artistes camerounais sont en train de vouloir mettre autour de Prince Aimé. Notamment, il y a Malox qui a annoncé qu'il souhaitait faire un remix. Exactement. On a Moustique, on a Ténor, on a plein de gens qui ont répondu à l'appel. Exactement. Et ils sont en train de préparer quelque chose. Exactement. Moi, je suis très content de l'énergie, de cette énergie-là. Ouais. Mais je pense que cette énergie-là, les artistes camerounais pourraient utiliser ça pour sortir un autre projet
avec Prince Aimé. Moi, je pense que ça l'aiderait mieux. Parce que, en ce qui concerne le remix, je crois que les gens ont aimé ce remix à cause de la voix de Desbordeaux. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Les gens ont adoré sa voix. Et s'il faut faire plusieurs remixes pour se confronter et tout, moi, je pense pas que ce soit la meilleure des idées. J'ai quand même pu remarquer, à chaque fois que Desbordeaux a parlé du remix, il a toujours mentionné Prince Aimé. J'ai vu, ils se parlent, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, si dans leur conversation, Prince Aimé a pu obtenir un pourcentage dans les droits d'auteur, moi je trouve que c'est déjà une bonne chose. Et c'est déjà bien. Maintenant, l'énergie que les artistes camerounais sont en train de mettre pour créer un deuxième remix qui va venir rivaliser avec l'autre, moi je pense qu'on pourrait utiliser ça pour pouvoir faire un son avec Prince Aimé, mais un autre son. Ça pourrait mieux aider. Après, ça peut toujours contribuer à générer du revenu pour Prince Aimé. Exactement. Que beaucoup d'autres artistes puissent reprendre ce morceau-là, peut-être sans forcément avoir envie de faire un clash à Desbordeaux. Mais en fait, ton avis, c'est que ça devrait se faire sur d'autres titres. Exactement, pour pouvoir davantage valoriser le patrimoine et créer du revenu pour les artistes. Ce sera bénéfique pour Prince Aimé. Plus parce que si Prince Aimé peut avoir quelque chose dans le remix de Desbordeaux et que les artistes camerounais lui donnent l'énergie pour faire autre chose, ça fait deux projets différents. Ça va peut-être plaire à tout le monde, mais c'est mon avis. Alors, est-ce que toi, tu as des préférences, des morceaux, des classiques du patrimoine musical camerounais ou même africain? Parce que là, on a un Ivoirien qui s'est intéressé à un classique du Cameroun. On a un humoriste nigérian récemment qui s'appelle Bren Jota, qui a fait une danse totalement inattendue sur un classique plutôt folklorique, traditionnel de la musique nigériane. Et ça en a aussi fait un hit international. Les gens sont allés remettre beaucoup d'argent à ce monsieur-là. Donc, est-ce que toi, tu as des artistes sur lesquels tu pourrais travailler si jamais tu voulais faire des reprises de classiques qui datent de 10, 20, 30, 50 ans? Ouais, je dirais oui. Déjà, avant même d'arriver aux reprises, moi, en tant qu'artiste, je m'inspire des artistes que je peux appeler des artistes de l'ancienne génération, d'une façon ou d'une autre, parce que j'écoute leur musique. Donc du coup, quand tu écoutes, tu captes. Donc du coup, tu utilises toujours des éléments qui se retrouvent dans leur musique. Maintenant, parlant de reprise, c'est fort probable. Dans un monde aujourd'hui où on rend hommage aux artistes, il y a la possibilité de pouvoir bien établir les choses lorsque tu utilises l'œuvre d'un artiste et tout. Et vraiment, ça permettra aussi aux personnes qui ont aimé ces artistes-là de pouvoir retrouver cette mélodie qu'ils ont eu à écouter dans le passé. Et très souvent, ça a toujours des effets. Donc moi, j'écoute beaucoup d'artistes camerounais, beaucoup d'artistes africains. J'écoute Talla André Marie, comme je disais tout à l'heure, Donny Elwood, Otto Marcelin. Ils sont nombreux, même africains. Angélique Kidjo. Et on fait un gros big up à Papa Talla André Marie, Papa Talla, qui célèbre ses 55 ans de carrière actuellement. Wow. C'est un événement qui devrait mériter toute l'attention nationale et même internationale parce qu'il a créé beaucoup d'œuvres éternelles. Et donc, lorsqu'on devient artiste, j'imagine que c'est pour ressembler à ce genre d'artiste-là, c'est pour faire des œuvres qui vont rester pour que d'autres puissent s'en inspirer à l'avenir. Et c'est sans doute pour cette raison-là que tu as signé chez Afrobeat Productions en 2020. Comment ça s'est passé? Comment tu as été recruté au label? C'est une histoire que j'adore raconter parce que c'est mon rêve à moi. Et à chaque fois que je raconte cette histoire, ça me donne toujours le sourire. À cette époque-là, c'est 2020. Début de 2020, j'étais à l'université, je faisais niveau 3 en Guayaquil, donc j'étais au club musique et tout, et j'ai un ami qui était du club musique, qui travaillait avec un monsieur qu'on appelle Ruben Binam. Papa Ruben Binam, c'est un pianiste, donc du coup c'est monsieur Ruben Binam qui avait organisé le casting pour recruter les artistes à Afrobeat, étant donné qu'il travaillait en parallèle avec Afrobeat. Donc mon ami m'informe il informe dans le groupe. Mon boss organise un casting pour recruter des artistes. Ceux qui sont intéressés, écrivez-moi eBay et tout. Et moi je suis quelqu'un, je cherche toujours des nouvelles opportunités. Donc je me suis dit, let's try. Et c'est comme ça que je contacte mon ami, je lui dis, ok, gars, même mon nom, il s'agit de quoi? Il ne m'a même pas donné en pleine information. Et un jour, on m'appelle, on me dit, ok, viens pour le casting et tout. J'arrive, c'était au club Ubuntu, la Fouda. J'étais en retard même un peu.
il y avait peut-être une liste de 30 personnes par là. Bizarrement, on a commencé au hasard et on a commencé par moi. Dans ce jour, j'interprète une chanson de Bendeka, Souffrance d'amour. Voilà, c'est cette chanson-là qui a permis vraiment qui m'a permis de faire mon casting. Et après ce jour, on rentre. Et un autre jour, on me rappelle, on me dit, tu as été sélectionné pour la deuxième phase du casting. Donc, viens à tel endroit, je m'y rends, cette fois-là à l'heure. Donc, j'arrive et tout, on m'amène au studio, on m'a donné une prod, j'ai posé dessus, j'ai improvisé un truc. Et tout, on a fait un casting en bonne et due forme. Et au terme du casting, on avait été sélectionné à 2. Donc parmi les 30 personnes qui avaient fait le casting, on avait été sélectionné à 2. Donc je pense vraiment que, je dirais pas que c'est la chance, mais je dirais que c'était un peu mon chemin. Parce que je connaissais pas Afrobeat, c'était un nouveau label, c'est pas comme si c'était un ancien. Je suis la première recrue d'Afrobeat. Donc c'est vraiment mon chemin et je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, et je suis très reconnaissant envers Afrobeat pour l'accompagnement, parce que c'est important pour un artiste d'avoir une équipe qui l'accompagne et tout. Donc je suis très reconnaissant par rapport à ça. Alors ça, c'est que tu as fait, voilà, que tu fais tes premiers pas, c'est ton premier label, tu n'as pas connu une autre expérience avant. C'est aussi ici que tu as rencontré d'autres artistes, comme ta collègue Sabrina. Ouais. Comment se passe la collaboration quotidienne entre vous? Sabrina, déjà, tu es un peu le prince, elle est la princesse du label. Sabrina, c'est une artiste que j'adore, très très talentueuse, très très versatile. Et la collaboration avec elle, ça se passe très bien. Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Et c'est vraiment dans l'amour, dans la fraternité. Donc que ce soit sa session ou la mienne, on est tous les deux là. Quand elle enregistre, je suis là, je peux contribuer. Quand elle enregistre, je suis là. Quand j'enregistre, elle est là, elle peut contribuer et ça fait plaisir. Afrobeat est donc ton point de départ. C'est ici que tu as fait tes premiers singles, les premières collaborations. Et c'est normal qu'on puisse en parler. Des collaborations non seulement au sein de la maison. D'ailleurs, je t'ai découvert avec le titre Chombé, avec les autres artistes du label. Je voyais un jeune garçon débarquer tout bien sapé comme ça en soirée. Et je sentais qu'il y avait une belle énergie qui arrivait. Et on a aussi vu des collaborations avec Singila, avec Kossi, des collaborations qui installent un pont entre une génération, celle de Singila par exemple, et une autre, la tienne, ou même Stanley qui lui est là depuis 2013, et la tienne. Donc comment ça se passe? Quelle est ta perception sur les rapports entre les artistes de différentes générations? Bon, je dirais qu'au Cameroun particulièrement, on a l'impression que il y a une certaine barrière entre la nouvelle et l'ancienne génération. C'est compliqué de vraiment percer cette barrière. Et tout de même, quand tu parviens à percer cette barrière, par exemple par le biais de ton équipe qui parvient à t'avoir un artiste avec qui faire une collaboration, ça devient compliqué. Le suivi est tellement compliqué. Je crois qu'à un moment, ça peut frustrer les jeunes. Vous voyez, on a l'impression qu'ils ne veulent pas passer la main, ou alors je ne sais pas si ils ont peur de la nouvelle génération. Pourtant, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Je prends par exemple moi j'ai fait des collaborations avec des artistes camerounais et ils n'ont pas toujours été bons avec moi. Ça, c'est la vérité. Parce que je prends par exemple l'exemple, je fais une collaboration avec un artiste, non seulement il ne communique pas sur l'œuvre, il n'a pas du tout communiqué sur le son, et en plus de cela, après quelques jours de la sortie de l'œuvre, il fait une sortie pour dire qu'il ne va plus faire de collaboration avec des artistes de la nouvelle génération. Ça, c'est frustrant. Alors, est-ce que tu as envie de citer le nom de l'artiste? Non, moi, je ne citerai pas nécessairement le nom de l'artiste. Tu ne cites pas de nom? Non. Mais est-ce que tu penses qu'il se reconnaîtra à travers ce que tu vas raconter? Bien sûr, c'est évidemment qu'il se reconnaîtra. Donc après ça, c'est frustrant pour les artistes, des jeunes comme nous qui voyons dans d'autres pays des grands de l'industrie
arrêter la main des petits, les soutenir et les faire sortir de l'ombre. Mais de notre côté, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez un peu. Et après, vous voyez les mêmes artistes qui vont sur des plateaux et qui n'arrivent même pas à se rappeler de votre nom. Vous voyez, là, ça devient vraiment frustrant. Tu te dis en fait que moi, en tant que artiste de la nouvelle génération, vraiment, je n'ai pas le soutien des anciens. Alors, est-ce que tu penses que dans la période de travail du morceau sur lequel vous avez bossé, est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu justifier ce genre d'attitude? Pas du tout. Moi, je pense que c'est un problème de mentalité. Hein. Pas du tout. Il n'y a eu aucun problème. Contrairement, quand tu travailles avec ses grands frères, ils te rassurent qu'ils aiment ce que tu fais. Ce que tu fais bien, ils te donnent des conseils et tout, mais après, rien ne suit. On ne sait pas si il le disait juste pour te faire plaisir. Donc il y a un fossé entre les paroles et les actes. Exactement. Moi, je crois qu'il y a une barrière. Mais tout de même, je crois que mais tout après ça... aussi, est-ce que ça ne dépend pas de la façon dont le featuring est arrangé? Peut-être que s'il y a du feeling dès le départ entre les deux artistes, ça peut être dans de meilleures conditions, le featuring. Non, en vérité, c'est que quand tu travailles, l'impression qu'il te donne, c'est que ce feeling-là y est. Et toi-même, tu le ressens. Mais après, ça devient plus frustrant parce que justement, il y a eu ça. Mais après, rien ne suit. Je crois que c'est même ça, en fait, qui Alors, rend ça si on pousse le sujet un peu plus loin, est-ce que l'artiste dont tu t'es toujours le nom jusqu'à présent, est-ce que cet artiste fait ce featuring gracieusement ou il est payé pour ça? Il a communiqué avec mon équipe. Donc, je pense qu'il a été payé pour ça. Donc, il a communiqué avec mon équipe. Tout a été fait. De notre côté, vraiment, tout a été respecté. Mais je veux juste relever le fait que ça peut être frustrant pour un jeune qui a de l'espoir, qui se dit que bon, ok, j'ai évolué et je suis en train de travailler avec ce grand frère-ci. Je me dis que non, ça peut donner quelque chose. Le grand frère va me pousser, il va me porter. Mais après, rien ne se passe. C'est de ça que je parle en fait. Ouais. En tout cas, ça fait partie de l'expérience. Ouais, moi je crois que tout ça fait partie de l'école en fait. Ça fait partie de l'école. Donc du coup, toutes ces épreuves-là, ça fait vraiment voir les choses en face. Et ça montre aussi qu'il faut travailler dur. Il faut travailler dur, donc ça fait partie de l'école, aucun doute. Alors là, on est dans les rapports entre des artistes de différentes générations, ou alors entre les artistes tout court. Mais l'actualité des musiques populaires urbaines a été marquée ces derniers temps au Cameroun par la situation alarmante de Happy Defoulan, qui est la première grande star du registre musical Mbolé au Cameroun. Sa situation alarmante a fait dire à des internautes que c'est son équipe de production d'avant, son manager d'avant, qui l'aurait amené à la perdition, à la dépravation totale et qui le plonge dans la situation qu'il vit aujourd'hui. Comment ça se passe chez Afrobeat, la relation entre le label, donc la maison de production, et l'artiste, entre le manager et l'artiste? Est-ce que c'est toi qui recrutes ton manager et le présentes à l'équipe? Est-ce que c'est le label qui recrute le manager et te le présente pour que vous bossiez ensemble? Quelle est la nature de cette relation au quotidien? Bon, avant de répondre, il faut savoir en fait que des managers, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Des artistes, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Chacun a sa responsabilité. Il y a des maisons de production qui travaillent bien, c'est-à-dire avec transparence et qui font les choses comme il se doit. L'artiste aussi a sa part de responsabilité. Vous voyez un peu, l'artiste a sa part de responsabilité parce que seul le talent ne suffit pas. C'est ça la vérité. Moi, je suis un artiste, je ne suis pas le plus talentueux. Il y a beaucoup d'artistes seulement ici au Cameroun. Ils sont tellement nombreux qu'ils sont plus talentueux que moi. Ça, c'est une vérité, c'est une réalité. Mais après, seul le talent ne suffit pas. Il y a beaucoup de choses qui vont avec. Donc, l'artiste a ses responsabilités. Et pour revenir, par exemple, sur le cas de Happy, moi, je dirais que lorsque tu es un artiste et que tu t'engages à plonger dans, par exemple, la consommation de stupéfiants, il faut savoir qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Donc, il a une responsabilité par rapport à ça. Maintenant, pour revenir à une solution, c'est qu'actuellement, Happy a besoin des gens de confiance, des gens qui peuvent l'aider.
véritablement, c'est-à-dire en dehors de tout ce qu'on dit sur les réseaux et tout, il a besoin des personnes qui peuvent... D'un soutien concret. D'un soutien concret, exactement. Des gens qui peuvent l'aider à sortir de là. Parce que le talent y est. Puis il nous a fait danser. Le talent y est, la voix y est. Donc il a besoin des gens pour l'aider à sortir de là. Moi, c'est mon avis. Donc c'est ce qu'il faudrait retenir, parce que lorsqu'on écoute, quand on lit ce que beaucoup de personnes, plus ou moins proches de l'artiste ou alors de son ancienne équipe, viennent balancer autour de l'affaire, on peut avoir le sentiment que le but est de décourager les artistes, les jeunes artistes qui arrivent derrière, de travailler avec les labels. Par rapport à ça, moi je dirais que c'est très important pour un artiste d'avoir une équipe. C'est primordial pour un artiste d'avoir une équipe, un label, que ce soit un label ou alors sa petite équipe, une petite équipe qu'il a constituée, c'est très important parce qu'un artiste ne peut pas évoluer sans être suivi par une équipe. En fait, ne peut pas évoluer concrètement. Vous allez difficilement évoluer si vous voulez évoluer seul. C'est très difficile en fait. Et même si on est un artiste qui a envie de faire son propre label demain, c'est bien quand même d'être signé sous un label, surtout si on a la chance d'avoir un label structuré, et donc de voir comment ça se passe dans de bonnes conditions pour pouvoir demain s'en inspirer afin de monter son propre business. Exactement. En tant qu'artiste, tu dois connaître tes droits, tu dois connaître ce qu'il y a dans ton contrat et tout, mais il faut vraiment que tu aies une confiance absolue aux gens avec qui tu travailles. C'est primordial, ton équipe doit être comme une deuxième famille, parce que je passe d'abord quasiment tout mon temps avec eux. Qu'est-ce que tu as le plus appris depuis que tu es chez Afrobeat Productions sur la gestion de carrière? Bon, parce qu'évidemment, tu as déjà beaucoup parlé de ce que tu as appris au plan artistique en tant que créateur d'œuvres de l'esprit, mais dans la gestion de carrière, qu'est-ce que tu as le plus appris jusqu'ici? J'ai appris qu'une carrière, c'est vraiment quelque chose, c'est une aventure. Et il faut de la patience, le travail, comme on dit travailler là, il faut vraiment bosser. C'est-à-dire travailler sur soi, prendre soin de son corps, de son image, travailler dur au studio, mais aussi s'armer de patience parce que c'est une aventure qui peut être longue. Mais lorsque tu as une bonne équipe, qui a une vision, et c'est là où je remercie vraiment ma maison de production parce que en tant qu'artiste, c'est une chance pour moi d'avoir une maison de production comme Afrobeat. Donc je suis très reconnaissant par rapport à ça. Donc du coup, ils m'ont vraiment beaucoup appris. Et le rôle du label aussi, c'est de rassurer les artistes. Vraiment, lorsque tu n'as pas espoir, il est là pour te rassurer. Lorsque tu es dans le doute, ton équipe est là pour t'encenser, pour te dire, gars, on est sur la bonne voie. Ça peut ne pas être comme ça, ça ne peut pas donner comme tu veux, mais en général, on est en train de monter. Allons-y. Ouais, et quand tu parles de... On est en train de monter, ça me rappelle effectivement le nombre de chansons qui sont produites par le label, qu'il s'agisse des chansons pour Martins, ou alors des chansons pour Sabrina, ou alors des collaborations dans le label. Bref, le label est très prolifique en termes de contenu, de chansons, d'EP, d'albums. Même les vues également sur les clips qui sont publiés sur YouTube, c'est assez impressionnant. Mais sauf qu'on a toujours le sentiment que l'impact social de ces œuvres-là, ce n'est pas à la hauteur de l'effort qui est fait derrière. Comment est-ce qu'au sein du label, tu peux vivre cela? Déjà, je dirais que toutes les sorties, c'est-à-dire toutes les œuvres qui sont réalisées par Afrobeat, ont un but précis. C'est-à-dire, tout à l'heure, je disais, c'est une aventure. Et on voit où on est en train d'aller. Et vraiment, on veut arriver de la plus belle des manières. Et j'aimerais que les gens comprennent que ce n'est pas une course, en fait. Nous, on ne fait pas des carrières de course ou des carrières de buzz. Non. On est dans une aventure et on veut arriver. Et on va arriver de la plus belle des manières. Donc, je crois que lorsqu'on va arriver là où on veut arriver, tout ce travail dont les gens parlent aujourd'hui, c'est ce travail-là qui va justifier en fait qu'on n'a jamais dormi. On bosse depuis. Donc du coup, quand quelqu'un va dire que le Martin, ça fait, on va dire que mais depuis 2020, le gars a travaillé. En 2024, voilà le clip qu'il a sorti, voilà l'EP, voilà. Donc ce travail qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est pas un travail qui est vain. Ça n'a certes pas l'effet qu'on veut que ça ait, mais quand on va arriver où on veut aller, on est certain que ça va avoir l'effet qu'on souhaite, qu'on aurait souhaité, quoi. Donc du coup,
moi, je suis très rassuré. Je continue de bosser et on avance. Martins, je voudrais maintenant que tu sortes ton téléphone pour qu'on puisse regarder quelques images qui se cachent dans ton smartphone. Peut-être des choses qui concernent ton passé, ça peut être des images exclusives de ton parcours au lycée ou alors à la fac. Peut-être quand tu portais encore des petites culottes, on ne sait pas. On va feuilleter un peu pour voir. Je vais te montrer l'image. Ah ouais. Donc là c'est moi, c'était en 2018 au Festival universitaire des arts et de la culture. C'était à Yaoundé où il y avait plusieurs universités, bon, la quasi-totalité des universités. Je crois qu'il y avait 21 universités représentées et je compétissais dans la catégorie orchestre. On était 10 avec mon groupe. Vous voyez là, c'est nous sur scène. Et on a remporté la première place, c'est-à-dire l'Épidon. Wow. Et cette expérience, c'était mon premier trophée, c'est-à-dire un trophée que j'ai gagné. C'est vrai qu'on était en groupe, mais j'étais content, j'étais fier de moi parce que non seulement c'était mon premier trophée, mais c'était la première fois que notre université gagnait cette catégorie-là dans cette compétition. Et donc, ça t'a permis de raffermir davantage ta confiance dans le fait que tu veux être artiste, que ce sera ton métier. Exactement, parce que à cette époque-ci, je chantais, j'aimais la musique, je faisais l'école et tout. La musique, c'était juste comme une passion comme ça. Mais avec ce genre de succès, en fait, ça te fait comprendre en fait que tu as quelque chose de particulier. Donc du coup, ça m'a donné une force pour pouvoir être là aujourd'hui. Je crois que la deuxième, je vais te montrer une vidéo. D'accord. Et ça, c'était mon tout premier spectacle officiel. Ah ouais. On avait été invité à la soirée de jazz. Bon, c'était la journée internationale du jazz. C'était au Centre culturel camerounais où on nous a invités et j'avais interprété la chanson The Twirls. To be with us. Yeah. Donc du coup, quand j'étais sur la scène, j'avais peur. Mais j'avais ce truc-là. Je sentais que j'étais à ma place en fait. Avec l'orchestre, tous mes gars de l'université. Et ça m'a fait tellement plaisir, ça m'a donné encore plus de force. Ça, c'était avant la compétition. C'était ma toute première scène. J'avais l'habitude de chanter seulement à l'université dans notre salle de répétition. Donc là, on m'a dit, Martin, tu vas chanter. On a préparé ça, on est allé, on l'a fait, c'était top. On est en 2024, mon cher Martins. Dans 6 ans, on sera en 2030. Oui. Où te vois-tu en 2030? Bon, je dirais que moi, mon objectif principal, c'est d'impacter le plus de personnes possible avec ma musique, de toucher le maximum de personnes. Donc du coup, mon objectif vraiment, c'est de pouvoir représenter le Cameroun à l'échelle internationale. Et moi, je pense que c'est possible, c'est bien possible même. Parce qu'il y a de cela 15 ans, on voyait je dirais, il y a de cela 15 ans, on voyait ça comme un rêve impossible. Mais aujourd'hui, on dit que Africa to the world, mais it's the world to Africa. Yeah. Les Américains viennent ici en Afrique pour faire des collaborations avec des artistes africains. Et certains chantent même sur des rythmes africains, donc c'est possible. D'ailleurs, tu as commencé à tourner un peu déjà dans la sous-région. Tu es allé au Rwanda avec Sabrina pour les Trace Awards. Wow. Ensuite, tu es allé au Nigeria pour faire des collaborations avec des producteurs et des artistes là-bas. D'ailleurs, l'expérience nigériane, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Qu'est-ce que tu as appris là-bas? J'ai appris beaucoup de choses quand je suis allé au Nigeria. En fait, je suis allé là-bas pour apprendre. Et justement, je suis rentré avec un plus. On est allé là-bas travailler. On a fait des bootcamps, on a fait des studios, on a travaillé avec des ingénieurs du Nigeria. Et ça nous a donné une certaine expérience. On a vu comment eux, ils travaillent. Mais la remarque que j'ai faite, c'est que là-bas, chacun sait ce qu'il a à faire. Tout est précis, tout est concis. C'est-à-dire, tout est calibré. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit aussi amener ici chez nous au Cameroun. Essayer de travailler de façon précise. Je fais ce que j'ai à faire, je reste dans ce que j'ai à faire. Quand je finis, je passe à celui qui doit faire la suite. Et je crois que comme ça, notre industrie va aller plus rapidement.
Addicted, ton dernier EP est toujours disponible sur toutes les plateformes. Ouais. Est-ce que tu en es fier aujourd'hui, quelques mois après la sortie? Oui, je suis content. Les retours sont plutôt positifs. Les chiffres aussi montent de jour en jour, ça fait plaisir. Donc du coup, les sons sont disponibles. Et à chaque fois que je vois quelqu'un faire une vidéo ou alors vibrer sur le son, quand je vois que ça touche la personne, moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Mais sinon, Addicted, c'est vraiment ce projet-là qui vient montrer l'univers de Martins. Donc, écouter ce projet, ce serait vraiment entrer dans mon univers. Le projet, il est disponible partout, sur toutes les plateformes. Et parlant même de ça, j'ai sorti le clip d'un des titres de l'EP, Doudou. Doudou. Ouais, qui est disponible, ça fait quelques semaines, et qui est en train de faire son bout de chemin. Martins, yes. Merci beaucoup. Tu as répondu de façon franche aux questions que j'ai posées et merci d'avoir permis également qu'on fouille dans ton téléphone. C'est moi qui te remercie, M. Bonas. Merci pour l'interview. Ça m'a fait plaisir de parler parce que je crois qu'à un moment, c'est important de prendre position par rapport à un certain nombre de choses. Et ça fait du bien. Et moi, je suis là, je continue de bosser. Tu connais. Encore et toujours, mieux qu'hier, moins bon que demain. C'est la logique qu'on essaie tous de suivre. Alors, si Martins nous a accordé le droit de fouiller son téléphone pour révéler des choses, est-ce que vous pourriez me donner votre téléphone pour que je puisse le fouiller? C'est la question que je vous pose et c'est d'ailleurs le principe de Le Bonas Code. Je vous retrouve très très bientôt pour un nouvel épisode.